Un baril de pétrole à 130 $, un scénario noir à éviter à tout prix. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex. Alors que l'actualité géopolitique domine les marchés, vous savez, moi je dis toujours, face à un missile, et pire, face à une pluie de missiles, un graphique ne pèse pas grand-chose. Alors, naturellement, les signaux techniques actuellement donnés par le marché peuvent être pris à revers dans l'heure qui suit si une information géopolitique arrive nouvelle, que ce soit d'ailleurs dans le sens de la diplomatie ou dans le sens de davantage d'actes guerriers. Mais l'analyse technique du prix du pétrole, elle, a donné des signaux extrêmement clairs depuis le début du mois de mai, qui se sont faits de manière successive avec un rebond du prix du pétrole d'environ 40% depuis le début du mois de mai, avec d'ailleurs même avant le 13 juin, avec la réintégration des 65 $ sur le baril de pétrole US, qui était, rappelez-vous, le niveau qui à l'époque, en 2020, avait donné le point de départ de la chute du pétrole négatif lié à la crise sanitaire. Et donc, la réintégration de ce niveau donnait déjà un signal technique bullish. Alors maintenant, tout le monde cherche à éviter, alors ce que certains appellent à tort un signe noir. Non, le pétrole à 130 $. D'ailleurs déjà, pourquoi 130 $? Parce que ce fut le niveau atteint dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et à l'époque, le pétrole a fait un double top à 130 $ et n'a cessé de baisser depuis 2022. 3 ans de tendance baissière du prix du pétrole. Le voilà revenu finalement. Alors, un pétrole autour des 80 $, c'est un pétrole à sa moyenne de prix depuis 3 ans. Un pétrole à 90 $, c'est la moyenne haute. Un pétrole au-delà des 90, qui donne le signal d'aller à 100, 110, 120, 130, là clairement, c'est un scénario macroéconomique noir, en lien direct avec des tensions géopolitiques, elles, qui basculeraient aussi du côté obscur. Bon, tout ceci n'est pas à souhaiter, et en tout cas, si cela se produit, il faut souhaiter que cela soit provisoire. Nous n'avons rien à gagner, personne, d'un prix du pétrole qui s'envole. Alors, me direz-vous, certaines économies exportent du pétrole et ont tout un gagné d'un pétrole cher. D'ailleurs, ça peut être le cas de la Russie, ça peut être le cas de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, au passage, l'Arabie Saoudite, elle est complètement pénalisée par ce conflit. En tout cas, elle est maximum en risque. Le pétrole, on ne le transporte pas par avion. Il n'y a pas d'alternative pour un pays comme l'Arabie Saoudite, en tout cas pour la majorité du pétrole exporté. Au Golfe Persique, il n'y a pas d'alternative. Au Golfe Persique, il n'y a pas d'alternative à passer par ce tout petit détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, c'est la clé. This is the key. Alors, dans cette vidéo, on fait plein de choses. Je vais commencer par une grosse partie fondamentale, pour vous redonner juste des chiffres, parce que les gens parlent beaucoup, écrivent beaucoup, mais il faut écrire moins, il faut parler moins. C'est pourquoi j'essaie aussi de parler moins, de faire plus court, et juste regarder des datas. Je vous donne tout de suite, rappelez-vous, je vous le redis souvent, mais ayez en tête que la production mondiale de pétrole, j'arrondis, c'est autour de 100 millions de barils jour. Nous allons raisonner comme ça, 100 millions de barils par jour. Alors, qu'est-ce que pèse la région? Qu'est-ce que pèse le Golfe Persique dans le transport de pétrole? Sachant que la plupart des ports, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, etc., ce sont des gros ports qui sont tout autour du Golfe Persique. Mais ensuite, il faut bien passer par le détroit d'Ormuz. On ne peut pas sauter par-dessus. Bon. Donc effectivement, face aux missiles, si vous voulez, face à cette épée de Damoclès que représente une fermeture complète et durable du détroit d'Ormuz, car c'est bien ça la nuance. Il y a eu beaucoup de conflits, d'ailleurs il y avait eu un conflit dans les années 80 entre l'Iran et l'Irak. Il n'y a jamais eu de fermeture complète et durable. La fermeture peut être partielle, et transitoire. Bon, la fermeture peut être complète et transitoire. En fait, il y a plein de degrés, si vous voulez, à ce scénario de fermeture du détroit d'Ormuz, qui font qu'il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas avoir simplement qu'un seul scénario et un raisonnement simpliste sur ce qui pourrait advenir. Donc, je vais commencer par vous rappeler quelques éléments fondamentaux
sur cet aspect des choses. Je vais aussi refaire un tour d'horizon des proxys du risque, des proxys en bourse du risque actuel, du risque géopolitique qui actuellement écrase tout, si vous voulez. Alors, il y aura une grosse partie technique. Je termine cette vidéo par une partie technique sur le pétrole brut US, sur le Brent, en vous montrant les gros seuils techniques à surveiller. Et aussi, nous allons voir ce que font les institutionnels et ce que disent aussi, ce que dit la terme structure des contrats à terme. Ce sont les trois aspects techniques que je vais couvrir. Institutionnel, la partie chartiste et analyse technique, et la partie terme structure. Tout ça est très important pour voir un peu mesurer les pressions de marché quant au prix du pétrole. C'est un pétrole qui se réinstalle au-dessus des 100 $, malheureusement, l'inflation nominale va rebondir, d'ailleurs comme la Fed l'a suggéré la semaine dernière. Mais cela n'est pas acquis. Même après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché est effectivement allé à 130 $, mais il n'y est pas resté très longtemps. Il a fait un double top à 130 et depuis 2022, il y a eu 3 ans de tendance baissière. Et la Russie, c'est énorme, hein. La Russie, c'est toujours 10% de la production mondiale de pétrole. Alors oui, le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz, c'est le double. C'est vrai, c'est le double. Bon. Donc, oui, il y a... Mais ce n'est pas un signe noir. Ce n'est pas un signe noir. Le signe noir, je n'aurais même pas été capable de l'écrire. Le signe noir n'est pas listé. Le signe noir n'est pas listé. Le Black Swan n'est pas listé. Par contre, le Black Scénario, lui, bah, on peut le mettre en avant. Allez, c'est parti. Bienvenue à cette nouvelle édition du Fast and Forex sur la géopolitique et le pétrole. Chers amis, êtes-vous prêts à parler de choses brûlantes? Êtes-vous prêts à parler géopolitique? Êtes-vous prêts à parler de risque? Mais un risque pour lequel le signal n'est pas donné pour le moment, et un risque, espérons-le tous, sauf les méchants collapsologues, un risque qui, espérons-le tous, ne se déploiera pas. Alors de quoi parlons-nous? Le baril de pétrole à 130 $. Alors, bien sûr, à chaque fois qu'un conflit géopolitique passe la seconde, passe la troisième, et ce fut le cas avec la guerre en Ukraine, et ce fut le cas avec les différents conflits entre Israël et le Hamas, bref, avec tous les conflits géopolitiques des zones tendues, c'est-à-dire des zones où l'on produit du pétrole, c'est-à-dire des zones où des flux commerciaux viennent nourrir le capitalisme mondial. À chaque fois ressurgit l'hypothèse d'un baril de pétrole à 200 $. Et à chaque fois, le pétrole, il n'y est jamais allé. Alors, donc, je n'ai pas voulu refaire un titre sur le baril à 200 $, mais de parler quelque chose qui peut être crédible. Le baril à 130 $ est crédible, notamment, s'il y a une fermeture durable et complète du détroit d'Ormuz. J'insiste parce que j'enregistre cette vidéo et je la publie 24 ou 48 heures après. D'ici là, l'actualité peut évoluer. Et si le détroit venait à être fermé entre le moment où j'enregistre et la publication, peu importe, tout ce que je vais vous dire ici restera valable. Car on peut fermer le détroit, mais il y a plein de paramètres. À quel degré est-il fermé? Complètement, pas complètement. Quels pays sont encore autorisés à circuler? Quels bâtiments commerciaux peuvent passer? Qu'en est-il du transport de pétrole de tous les pays autour du Golfe Persique? Et ensuite, est-il fermé militairement ou pas, complètement militairement? Est-ce une fermeture transitoire ou pas? Enfin, il y a plein de paramètres. Et tous ces paramètres vont ne cesser d'évoluer. Donc il faut quand même reposer les choses. Alors, première partie, Proche et Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, effectivement, ce n'est pas rien. J'enlève cette petite vidéo. Alors, comme d'habitude, hein, je mets des éléments à gauche qui sont à l'écrit, parce que, en fait, si vous voulez, pourquoi je fais ça? Déjà parce que, sachez une chose, j'écris tous mes slides d'abord en français. Donc, tous mes slides sont écrits en français. Et puis ensuite, ils sont traduits en anglais, ce qui nous permet de publier le contenu sur toutes les chaînes Swissquote de toutes les langues. Bon. Mais aussi, si je fais cet exercice de poser les choses à l'écrit, c'est parce que ça me met des idées en tête, ça permet de structurer ma pensée. Alors, commençons par structurer les choses de manière simple. Qu'est-ce que c'est que le détroit d'Ormuz? Bah c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Mais là, on le voit pas très bien. Donc vous avez ici, ça ce sont les frappes américaines de dimanche dernier. Le détroit d'Ormuz, c'est ce petit passage. Alors ce que je vous propose, c'est que nous zoomions dessus. Le voici.
Donc cette infographie me vient de Bloomberg, de Mapbox, mais sur Bloomberg. Vous avez tout autour, ici vous avez le golfe Persique, d'accord? Et tout autour du golfe Persique, vous avez des pays qui produisent beaucoup de pétrole. Il faut avoir des ordres de grandeur. Comme je vous le rappelais en introduction, la production mondiale de pétrole est d'environ 100 millions de barils par jour. C'est bien de raisonner comme ça, parce que si on dit 100 millions, même si c'est peut-être 104, 105, on s'en fiche. 100 millions, 100%, ça permet d'avoir des pourcentages. Les États-Unis, par exemple, représentent 21 millions de barils jour. Ils envisagent même de monter à 28 d'ici la fin du mandat de Trump. Ça va être compliqué. Vous savez, c'est la politique de drill, baby drill, le forage intensif, le pétrole de schiste, etc. Bon, peu importe. Si vous additionnez tous les pays qui produisent du pétrole autour du golfe Persique, vous avez la production américaine. Mais au total, et c'est là où c'est important, parce que, rappelez-vous la guerre en Ukraine, la Russie, c'est environ 10% de la production mondiale. Là, la tension est plus élevée, parce que si vous additionnez tous les pays du golfe Persique, vous dépassez 20% de la production mondiale. L'Iran, à elle seule, ce n'est que, entre guillemets, 3 millions de barils jour. Alors forcément, voilà, si son offre à elle est perturbée, c'est compliqué. Ça enlève un peu d'offre, mais si vous voulez, si l'offre de pétrole iranienne est perturbée, les autres pays de l'OPEP peuvent combler, d'autant plus que je vous rappelle, mais je vais vous le rappeler dans la vidéo, que l'OPEP a récemment réaugmenté sa production, notamment l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'eux, ils sont un peu, ils sont très gênés par ce qui se passe, parce que eux, ils viennent d'augmenter leur production, ils vont l'augmenter mois après mois, là, et pour reprendre des parts de marché. Mais, disons que si ce n'est que la production iranienne qui est bloquée, par des bombardements, des choses comme ça, les autres pays peuvent prendre le relais. Par contre, là où il y a un problème, là où il y a un risque, et ce scénario noir du pétrole à 100 $, à 130 $, c'est que tout ce beau monde, donc tous ces pays que je viens de vous montrer, qui au total représentent 21 millions de barils jour, eh bien, vous avez ici les différents ports de départ des exportations. Il n'y a pas d'alternative. Tout le pétrole qui va être produit ici, on ne peut pas le transporter par avion. Alors, le transporter, assurer une logistique routière, ça va être très marginal. Il faudrait des années. C'est quasiment impossible, en fait, pour trouver pour que ça passe par un autre endroit que le golfe Persique. Il faudrait reconstruire des ports partout. Enfin, vous voyez, c'est un gros bordel. Ça prendrait des années. Donc, on s'en fout. Ce qui compte, là, c'est le court terme. En cas de fermeture du détroit d'Ormuz, qui est là, vous voyez, il est juste là. Alors, dites-vous bien ici déjà que l'armée iranienne et l'armée de l'air iranienne, il y a des bases américaines, françaises, occidentales, d'accord, mais c'est quand même un endroit où l'armée iranienne, c'est vrai que c'est difficile pour l'Iran de toucher Israël, mais là, pour le coup, ils ont plus d'impact. Et puis, le détroit est petit. Une fermeture du détroit d'Ormuz, c'est compliqué. Alors, reste à savoir, voilà, combien de temps ça dure, reste à savoir qui est concerné, voilà. Non, parce que je vous rappelle que la Chine, elle, importe maintenant une partie dominante de son pétrole de la région, et en particulier d'Iran. Donc, l'Iran n'a pas non plus intérêt à perdre le soutien de la Chine, qui, elle, est en plus en pleine politique de relance. Bon, donc, en tout cas, vous avez ici, donc je vous rappelle, voilà, la production mondiale de pétrole par rapport à l'OPEP, c'est quand même quelque chose. Cette carte du détroit d'Ormuz est vraiment une carte que joue l'Iran si elle est complètement acculée. Alors, c'est là où les choses sont intéressantes pour éviter ce scénario noir d'un pétrole à 130 $. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que si le détroit reste ouvert, ou qu'il n'est que partiellement fermé ou transitoirement fermé, l'Iran, imaginons que sa contribution à l'offre mondiale baisse, une offre contrainte, c'est une pression haussière sur les prix. Vous êtes d'accord avec moi? Moins d'offres de pétrole, c'est une pression haussière sur les prix. Reste à savoir quel sera le traitement réservé à l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Pourront-ils ou non faire... Voilà, est-ce que ça passe ou pas? Combien de temps? Mais si le détroit reste ouvert, ces pays-là, et que simplement ce sont les infrastructures iraniennes qui seraient par exemple visées par l'aviation israélienne ou américaine et qui perdraient en capacité de production, tous ces pays peuvent compenser, en particulier l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que justement, l'Arabie Saoudite vient de décider, alors c'est l'OPEP qui a décidé, mais vous avez les données ici,
c'est quasiment la fin des quotas de production. Depuis ce printemps, et là en juin, en juillet, etc., à nouveau, les 12 pays membres de l'OPEP réaugmentent leur production. Alors ça commence là par 400 000 barils par jour, et en grande partie parce que l'Arabie Saoudite en avait assez que certains membres de l'OPEP ne jouaient pas le jeu. Certains ont continué d'augmenter leur production, d'ailleurs l'Iran en fait partie, parce que voilà, c'est la guerre aux parts de marché, et l'Arabie Saoudite, elle qui a vraiment joué le jeu pour maintenir le prix du pétrole, pour elle, c'est 80 $, c'est le prix jugé minimum légal, même si elle voudrait du 100 $ par rapport à tous ces investissements long terme. L'Arabie Saoudite a tapé du poing sur la table, et là, donc, vous voyez que depuis quelques semaines, elle réaugmente sa production de 8,9 millions de barils jour à 9,2, et ça continue, ça va remonter à 10 millions de barils jour. Bon, et donc, elle vient d'entreprendre ça, et là arrive, et donc, voilà la situation actuelle, Golfe Persique, détroit d'Ormuz, qui rend les choses compliquées. Bon, ça, c'est vrai que ce détroit d'Ormuz, c'est une arme de l'Iran. On dit contre Israël, contre les États-Unis. Alors c'est aussi c'est contre l'économie mondiale, encore une fois. 20% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. C'est énorme, c'est gigantesque. La Chine, moteur de l'économie mondiale, si elle était confrontée à un problème là d'importation, bon, bien sûr qu'il y a des possibilités, faisons pas de plan sur la comète, mais on sait très bien de quel pays elle pourrait importer son pétrole, mais tout ça, dans tous les cas à court terme, créerait des disruptions, créerait des pressions, et de toute façon, un prix du pétrole qui s'envolerait à 130 $, mécaniquement produit un impact négatif sur les actifs risqués en bourse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive donc au mauvais moment, et que les choses, en fait, toute l'actualité qui va se passer, peut-être même entre le moment où j'enregistre et le moment où je publie, parce qu'il y a 2 jours d'écart parfois. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, tout ce que je vous dis là reste valable. Et même encore sur le plan technique. Vous ajusterez par rapport au prix en temps réel, mais je vais vous montrer des niveaux et vous pourrez ajuster par rapport au prix en temps réel. Est-ce qu'on aura cassé? Je vais vous montrer des résistances. Si on les a cassées quand vous regardez les vidéos, bah vous savez ce qui va se passer. Il y a vraiment cette zone décisive hein, des 80 $ sur le baril US, c'est très important. Mais imaginons que ces prochaines semaines, si finalement les choses s'apaisent et qu'on revient à une diplomatie, derrière l'Arabie Saoudite ayant réouvert le robinet, le pétrole peut retomber. Et bon, je sais que là c'est chaud, c'est brûlant, que nous n'en sommes pas là, mais ça, voilà. Donc ça, au niveau du timing des décisions récentes de l'OPEP, c'est vrai que le conflit il arrive au mauvais moment. Alors, je repasse rapidement sur un slide qui est peut-être passé inaperçu un peu dans le Top Gun que je vous ai fait lundi, à savoir que, alors moi je dis toujours, hein, face à des missiles, face à un scénario noir géopolitique, un graphique ne pèse pas grand-chose, je vous l'accorde. Il n'empêche, même si les graphiques n'anticiperont pas la géopolitique, hein, mais vont réagir instantanément, c'est ça ce que je dis. Les signaux graphiques d'une sélection de bons actifs réagiront quasiment instantanément à une information géopolitique. Donc, oui, il faut regarder le prix du pétrole et du gaz, parce que, alors, environ, donc vous avez 20% de la production mondiale de pétrole qui passe ici, vous avez environ 15 à 20% de la production mondiale de gaz, de GNL, gaz naturel liquéfié, qui passe par ici, donc c'est gigantesque. Donc forcément, oui, le prix du pétrole et le prix du gaz sont les principaux proxys à suivre. Le S&P 500, c'est logique. Le dollar américain, peut-être un peu moins. Le gold, alors attention au gold, j'ai fait une émission récemment dessus. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui influent sur le gold, mais forcément, la tendance haussière du gold, notamment depuis le signal d'achat majeur donné début 2024, rappelez-vous qu'en février 2024, la cassure technique haussière de l'ancien record historique à 2075 $, naturellement que cela a été nourri par des tensions géopolitiques. Mais comme les conflits géopolitiques restent actifs ou potentiellement peuvent démarrer un peu partout, ça reste en soutien de fond. Mais il y a d'autres facteurs qui agissent sur le gold, notamment les perspectives de politique monétaire, ou encore la demande physique en Chine. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si ça part en vrille sur le plan géopolitique complètement, mais que cela contraint la demande chinoise d'or, l'or va baisser. Parce que la demande physique d'or de la part de la Chine, c'est quasiment un tiers de la demande physique mondiale d'or. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup plus de liens entre l'or et l'économie chinoise qu'entre l'or et la géopolitique. Par contre, la géopolitique, là, le meilleur des baromètres, le meilleur des proxys, et sans aucun doute, et sans discussion possible, là, le prix du pétrole. C'est celui qui est le plus réactif.
Et bien sûr, dans les différents proxys du risque, donc vous avez Trueflation, ça c'est pour l'aspect impact inflationniste, potentiel seconde vague d'inflation en Occident, etc. Et n'oubliez pas, dans les actifs les plus réactifs, et qui cotent le dimanche, vous avez les bourses du Proche et Moyen-Orient. Et vous avez notamment la bourse d'Arabie Saoudite, Tadawul, à surveiller en priorité, la bourse de Tel Aviv, le TA35 pour Israël, et la bourse d'Égypte. Même si l'Égypte ici est un peu en retrait, c'est un proxy du risque. Et ce sont les trois marchés les plus capitalisés. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. Et donc si vous prenez par exemple ici, encore une fois, ne comparez pas ce que vous voyez en temps réel, j'enregistre la vidéo 1 ou 2 jours avant de la publier. Et prenez par exemple Tadawul, voilà, vous voyez que Tadawul était déjà en baisse depuis un certain temps en lien avec le prix du pétrole. Et là, Tadawul ne rebondit pas avec le prix du pétrole, mais essaie de stabiliser sur ce support ici, cette zone support hebdomadaire, cette zone basse que vous voyez là. Bon, c'est une zone importante. En cas de fermeture durable et complète, du détroit d'Ormuz, Tadawul va s'effondrer. Donc, si je devais choisir 2 baromètres du risque en lien avec l'actualité géopolitique du Moyen-Orient, je vous proposerai Tadawul, la bourse d'Arabie Saoudite. Vous avez son code ici, TASI, sur TradingView. Et naturellement, le prix du pétrole, car c'est de loin donc le plus réactif. Alors, la bourse de Tel Aviv, elle, s'enflamme parce que voilà, les marchés jouent le fait que Israël ne serait plus sous la menace nucléaire de l'Iran, ou en tout cas pas avant plusieurs années maintenant. Attention, Tel Aviv est complètement en surchauffe, il y a un écart massif à la moyenne mobile à 50 jours et à la moyenne mobile à 200 jours, ça va bientôt retracer. Et peut-être même que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez constater ce retracement. On ne peut pas tenir un tel surachat. Donc attention ici à la bourse de Tel Aviv. Alors, ça c'est la question importante pour nos économies à nous, occidentales. Le scénario d'un baril de pétrole à 130 $. Peut-il déclencher, à lui tout seul, une seconde vague d'inflation? Ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 choses qui comptent. La valeur absolue et le temps. Un pétrole qui irait à 130 $, mais qui retomberait tout de suite. Non, ça ne déclenchera pas de seconde vague d'inflation. Un pétrole qui irait à 130 $ et qui s'y maintiendrait plusieurs semaines. Un peu comme ce fut le cas à l'époque avec la guerre en Ukraine, où vous avez eu donc un pétrole qui s'est envolé ici avec la guerre en Ukraine, et qui a quand même passé 6 mois dans la zone, vous voyez, avant qu'on fasse un double top. Là, on a fait un double top à 130, et ensuite, ça n'a cessé de baisser. Oui, là, forcément, il y aura au moins un rebond de l'inflation nominale. D'accord ? La partie technique, j'y arrive. Alors, notez que quand j'enregistre cette vidéo, le contrat futur est à 73 $. Là, est en train de faire plutôt une bougie baissière. Ça, c'est quand j'enregistre la vidéo. Si, quand vous regardez la vidéo mercredi, on a explosé cette résistance, en fait, c'est ça, vous avez partout, c'est la même, regardez, résistance descendante sur le Brent, résistance descendante sur le contrat futur. Si on a cassé à la hausse cette résistance mercredi, oui, on ira à 100 $, d'accord? Donc, vous allez voir ensuite l'Ishimoku arrive. Mais attendez, je reviens sur le sujet. Donc, imaginons ce pétrole à 130 $. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce tableau, vous avez donc l'information qui vous donne le poids total direct et indirect, donc le poids direct et indirect du prix du pétrole dans l'inflation US CPI et dans l'inflation US PCE. Le PCE étant l'indice favori de la Fed pour l'inflation. Eh bien, le poids combiné, c'est 10 à 11%. Donc effectivement, si au prix actuel, le baril va à 130 $, donc que le baril gagne encore 40 ou 50%, avec un poids direct à indirect de 10%, et forcément, on compare ça à ce qu'étaient les prix, et depuis 3 ans, ils sont plutôt autour de 80-90, il y aura un rebond de l'inflation nominale naturellement, sauf si on n'y va que temporairement et qu'on retombe tout de suite. Donc il y aura l'aspect absolu et l'aspect temps. Mais il faut quand même avoir conscience que c'est 10 à 11% du poids total du calcul des taux d'inflation.
Et maintenant, observons les choses sur le plan technique. Quand j'enregistre cette vidéo, l'alerte rouge technique n'est pas donnée. Il y a des préalertes. Peut-être que l'alerte rouge sera donnée quand vous allez la regarder, mais peu importe. Voilà ce que je vous montre, moi, quand j'enregistre cette vidéo, en début de semaine. Cette résistance descendante sur le contrat futur, c'est là où se trouve la haute finance américaine, hein, donc c'est celui-là qu'il faut suivre. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, et regardez comme c'est propre. Là, on avait dépassé le Kumo, on s'est envolé. La guerre en Ukraine, on casse le Kumo, on part en bear market de 3 ans. Le Kumo fait résistance. Le Kumo fait résistance. Le Kumo fait résistance. On le voit bien ici sur l'US Oil aussi. Le nuage fait résistance. Le nuage fait résistance. Le nuage fait résistance. Et là, nous y sommes. Cette zone-là des 75-80 $. Pourquoi 80 $? C'est le prix jugé minimum acceptable par l'OPEP. En clair, si le baril de pétrole cette semaine, à la fin de la semaine, devait réaliser une cassure technique haussière hebdomadaire, si le prix du pétrole devait réaliser en fin de semaine une cassure technique haussière hebdomadaire des 75-80 $, il foncera à 90-93. S'il expose 90-93, il ira à 130. Vous avez des seuils à suivre. Donc c'est simple. Là, je ne sais pas, vous regardez la vidéo mercredi ou jeudi. Allez voir sur TradingView le prix du contrat à terme WTI. Son code, c'est CL1Y. CL1Y. Si nous sommes sous 80, c'est bon. Si nous sommes au-dessus de 80, on pump à 90-93. Et si vous voyez un prix au-dessus de 90-93, malheureusement, on va aller attaquer du côté des 100-130. Et là, c'est que c'est compliqué. D'accord? Donc c'est ça qui compte cette semaine. C'est l'enjeu technique de la semaine, à la fois sur le Brent, où vous retrouvez cette trendline, et sur le contrat futur. Alors, les institutionnels, eux, eh bien, la position nette s'est retournée à la hausse dans le bas du range. Donc ça devrait aller dans le haut du range. Donc effectivement, il y a de l'upside, hein, selon les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, ici sur le WTI. Lorsque vous regardez la terme structure, logiquement, eh bien, le prix des contrats futurs d'échéances proches est supérieur aux échéances plus lointaines, assez significativement, parce que là, il y a une incertitude sur l'offre, une incertitude de contrainte d'offre. Que va-t-il se passer? Golfe Persique, détroit d'Ormuz, dans quelle proportion, dans quelle durée? Oui ou non? Il y a un stress, en tout cas, ce début de semaine. Voilà, chers amis, donc je vous laisse avec ce graphique du pétrole. Ayez donc bien conscience que ce niveau des 75-80 $ représente vraiment le pivot technique majeur sur le contrat futur pétrole US, et que toute clôture hebdomadaire au-dessus créerait des pressions haussières massives pour ce début d'été. Est-ce que ce sera le cas? Rendez-vous à la clôture du contrat futur ce vendredi. Merci à toutes et à tous de votre attention.